Bienvenue dans le Trends des marchés de 7 sur 7. Nous sommes le mardi 2 septembre, je m'appelle Loïc Streuss et nous allons discuter avec Éric Joly du poids des entreprises technologiques sur le marché américain et les craintes qu'elles font naître. Et c'est l'heure de se pencher sur les marchés boursiers. Les bourses européennes ont globalement terminé la journée en hausse, portée par un indice manufacturier de la zone euro ressorti à 50,7 en août, son plus haut niveau depuis début 2022 sur Euronext Bruxelles. Lotus Bakeries a clôturé la séance en tête du BEL 20, hors indice. Bellis s'est illustré sur le marché élargi du côté des baisses. Elia a connu une troisième séance de baisse consécutive sur fond de prise de bénéfices, et Copac a lourdement chuté après l'annonce d'une perte semestrielle de plus de 7 millions d'euros. Et nous avons le plaisir d'accueillir Éric Joly dans ce journal des marchés. Bonsoir Éric. Alors vous souhaitez nous parler ce soir de cette magnifique, donc on pense à Amazon, Meta, Alphabet. Leurs performances sont fortes, mais vous soulignez un revers de médaille ce soir, c'est qu'en fait elles pèsent trop de poids potentiellement dans le S&P 500. Tout à fait. Cette magnifique représente à elle seule près d'un tiers de cet indice S&P 500, dans lequel chaque action est pondérée selon sa valorisation boursière. Les 493 autres se partagent le reste. Et donc, effectivement, concentration, puisque nombre très limité de titres, concentration aussi du point de vue sectoriel, puisque c'est quand même le secteur de la technologie qui est omniprésente. Et alors, troisième forme de concentration, d'un point de vue pays, il y a quand même les États-Unis qui dominent l'indice mondial. Alors, on le sait, la remontée spectaculaire des 7 magnifiques, eh bien, elle est liée à la révolution promise par l'intelligence artificielle, même si on entend quelques critiques qui, petit à petit, parcourent les salles. Oui, il y en a deux. Tout d'abord, il y a une étude qui a été publiée par l'université MIT, étude selon laquelle 95% des sociétés ayant investi dans l'intelligence artificielle générative, c'est-à-dire l'IA qui génère à elle seule donc un nouveau contenu, il est clairement démontré, selon cette étude, que les gains sont minimes, voire inexistants pour ces sociétés. Alors, c'était quand même une douche froide. Deuxième point d'attention, une interview qui a été donnée par Sam Altman, le PDG d'OpenAI, qui a dit « Attention aux investisseurs parce qu'ils risquent d'être déçus à cause des performances. » Et donc, ça a quand même jeté un froid sur les marchés. D'un autre côté, je me permets aussi de souligner quand même que selon les dernières statistiques aux États-Unis, il devient clair que malheureusement, de moins en moins de jeunes consultants, d'avocats parviennent à décrocher un job justement parce que les sociétés utilisent de l'IA. Donc, c'est un peu des deux côtés. Alors, ces propos de Sam Altman, notamment, ont donné des sueurs froides aux investisseurs qui se sont remémorés le début des années 2000 et l'explosion de la bulle Internet. C'est vrai, il y a une forme de ressemblance évidente. On l'a vu pendant la période 2000. Là aussi, il y avait quand même une assez forte concentration de certains titres. On parlait de Cisco, d'Intel, d'Oracle. À un certain moment, le top 10 des actions les plus importantes de l'indice représentait 27%. Aujourd'hui, si l'on prend les 10 positions les plus importantes, c'est les 7 magnifiques, on rajoute Broadcom, on rajoute JP Morgan Chase et Berkshire Hathaway, on arrive à 38%. Et on a vu ce qui s'est passé en 2000. On a vu que les 2 années qui ont suivi l'éclatement de la bulle, le S&P 500 a perdu plus ou moins la moitié de sa valeur, mais on a également vu que les sociétés qui ont drivé cette hausse au préalable, notamment Cisco, Cisco a perdu 80% de sa valeur boursière. Alors, vous êtes remonté encore quelques décennies plus tôt, dans les années 70, où vous avez aussi relevé des exemples de cette concentration qui sont généralement
davantage touchés après les pics. Tout à fait. On parlait à ce moment-là, début des années 70, des Nifty 50. C'était un club, un groupe de sociétés américaines qui était réputé pour avoir une croissance hyper solide, bons bénéfices. À un certain moment, en 72, il faut se dire que les 50 actions les plus importantes et les 50 actions faisant partie, donc c'est ces Nifty 50, se traitaient à 42 fois les bénéfices attendus. Donc, ce n'était pas du tout soutenable. On l'a vu en 73-74, correction. Et même scénario, le S&P perdait 26%, tandis que les Nifty 50 perdaient, quant à eux, en moyenne 38%. Donc, c'est tout à fait le même scénario. Alors, ma dernière question, c'est évidemment, est-ce que l'histoire ne risque pas de se répéter ? C'est une excellente question. Donc, je pense qu'il y a quand même quelques différences. Tout d'abord, il est vrai que les valorisations à l'heure actuelle ne sont pas aussi élevées. Donc, il y a certaines exceptions, mais en tout et pour tout, bon. Deuxième point, c'est cette magnifique. Il faut quand même se dire que ce sont des sociétés qui génèrent énormément de flux. Donc, ils ont une trésorerie abondante, ce qui leur permet de garder le devant par rapport aux concurrents, quitte à les racheter. Alors, troisième point, on l'a vu pendant ces 5, 6, 7 dernières années, les 7 magnifiques ont acheté en tout et pour tout entre 800 et 1000 sociétés. Donc, ce sont devenus en quelque sorte des holdings qui ont des liens avec les cinémas, avec le domaine publicitaire. Et donc, si à terme, on devait quand même devoir créer, depuis ces 7 magnifiques, de nouvelles sociétés, on pourrait très facilement créer 70, 80 nouvelles sociétés. Je prends un exemple. À l'époque, Alphabet avait payé un montant colossal, 1,6 milliard de dollars pour YouTube. Aujourd'hui, si on devait mettre cette société en bourse, elle vaudrait 500 milliards de dollars. Oui, sans oublier la faiblesse du dollar qui est profitable pour ces sociétés et alors probablement la baisse des taux décidée par la Fed. Merci Eric, bonne soirée. Bonne soirée.